Dans le village de Saint-Rémy-de-Provence, niché entre les champs de lavande et les collines dorées du sud de la France, Camille Laurent menait une vie discrète mais admirée. Professeure de littérature dans le lycée local, elle avait ce regard tranquille de ceux qui lisent trop, et ce sourire doux que ses élèves aimaient tant. À 34 ans, elle avait tout pour elle, intelligence, beauté naturelle, stabilité. On la disait promise à un homme cultivé, un avocat ou peut-être un médecin, quelqu'un digne de sa finesse et de sa conversation. Mais Camille fit un choix qui secoua toutes les certitudes du village. Elle annonça ses fiançailles avec Julien Morel, un ouvrier agricole employé dans une ferme à la sortie du bourg. Il était grand, silencieux, le regard souvent perdu dans les nuages. Personne ne savait vraiment d'où il venait. Certains disaient qu'il avait grandi dans la région, d'autres murmuraient qu'il avait fui une autre vie. Ce qu'on savait, c'est qu'il vivait simplement, ne possédait ni voiture, ni maison, et ne parlait presque jamais de lui. Lorsque la nouvelle de leur mariage se répandit, elle se transforma aussitôt en rumeur, puis en moquerie. Les collègues de Camille à l'école en riaient entre deux cours. Elle pouvait avoir n'importe qui, et elle choisit un homme sans permis de conduire. À la boulangerie, on glissait des regards complices, des sourires entendus. Il a peut-être d'autres qualités, lançait-on d'un ton ironique. Même certains membres de sa propre famille n'avaient pu cacher leur incrédulité. Sa sœur aînée, Mathilde, lui avait dit « Tu mérites mieux, Camille. Cet homme ne t'arrive pas à la cheville. » Mais Camille ne disait rien. Elle observait le monde autour d'elle avec la patience d'une femme qui sait ce qu'elle ressent. Elle avait vu en Julien ce que les autres refusèrent de voir, une force tranquille, une honnêteté brute, une douceur rare dans ses gestes. Quand il lui parlait, c'était sans détour. Quand il l'écoutait, c'était sans juger. Il avait ce silence qui rassure et cette manière de poser les yeux sur elle comme s'il lisait en elle sans bruit. Le mariage eut lieu un samedi d'avril, dans une petite clairière au milieu des champs. Une cérémonie simple, sans faste, mais baignée de lumière. Camille portait une robe en lin ivoire, et Julien, un costume beige modeste, semblait perdu mais heureux. Le maire, un ami d'enfance de Camille, lut les vœux avec un sourire en coin, comme s'il attendait encore une révélation. Une centaine de personnes étaient présentes, mais peu croyant vraiment en cette union. On parlait plus de curiosité que de bénédiction. C'est un caprice littéraire, ça ne durera pas, avait-on entendu chuchoter près de la fontaine. Après la fête, Camille et Julien s'installèrent dans une petite maison en pierre aux abords des champs, prêtée par un ami de Julien. Une maison simple, à l'image de leur début. Les journées étaient paisibles. Camille préparait ses cours dans la véranda, Julien partait tôt le matin et rentrait au coucher du soleil. Il ne parlait jamais de ses journées, mais revenait les mains terreuses, les bottes pleines de boue et le dos fatigué. Il disait simplement « C'était une bonne journée ». Camille ne posait pas de questions. Elle avait appris à respecter les silences. Mais malgré son amour profond, une chose la troublait. Depuis le début, Julien avait ce quelque chose d'insaisissable, comme un chapitre manquant dans un livre. Parfois, il avait des gestes d'une élégance inattendue. Il écrivait avec une calligraphie parfaite. Il parlait peu, mais choisissait ses mots avec une précision presque littéraire. Une nuit, alors qu'elle se réveillait d'un rêve confus, elle le surprit debout dans la cuisine, feuilletant un vieux livre en anglais sur les systèmes agricoles du Midwest américain. Il le referma brusquement en la voyant. « Je ne dormais pas », dit-elle. Il haussa les épaules. « Je suis curieux, c'est tout. » Camille hocha la tête. Elle voulait croire que c'était vrai. Elle voulait croire que tout ce mystère n'était que pudeur. Mais au fond d'elle, quelque chose bougeait. Une intuition discrète, comme une page qui se tourne d'elle-même. Julien l'aimait, elle en était sûre. Et elle l'aimait aussi. Mais qui était-il vraiment? Et pourquoi avait-elle l'impression qu'il ne lui avait pas tout dit? Ce matin-là, alors qu'elle rangeait la cuisine après le petit déjeuner, elle s'arrêta un instant pour le regarder. Julien était assis près de la fenêtre, les jambes croisées, concentré sur un document technique qu'elle ne reconnut pas. Il surlignait des passages avec un calme méthodique. Elle s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-elle. Il referma le dossier sans ciller. Juste un rapport, rien d'important. Il lui sourit, ce sourire franc qu'elle aimait tant. Mais cette fois, elle y perçut une nuance différente. Et pour la première fois depuis leur mariage, Camille se demanda si l'homme qu'elle avait épousé n'était pas tout à fait celui qu'il prétendait être. Le soleil s'était à peine levé sur les collines argentées entourant la maison
lorsque Camille descendit les escaliers en chaussons, attirée par l'odeur du café déjà en train de chauffer. Elle avait toujours aimé ce moment suspendu, cette transition calme entre la nuit et le jour, quand tout semblait possible. La maison était silencieuse, à l'exception des petits bruits de la cafetière et des oiseaux dehors. En entrant dans la cuisine, elle s'arrêta net. Julien était déjà assis à la table, parfaitement éveillé, un dossier ouvert devant lui. Il lisait avec une concentration telle qu'il ne remarqua pas immédiatement sa présence. Ce n'était pas un journal, ni un roman, ni même une revue de vulgarisation agricole, comme celle que traînaient parfois dans les cafés de la région. Non. C'était un rapport technique, épais, imprimé recto verso avec des graphiques en couleur, des tableaux en anglais et un vocabulaire si spécialisé que Camille, pourtant lettrée, dut froncer les sourcils pour en saisir le sujet. Il s'agissait de méthodes de régulation hydrique dans les cultures intensives de céréales sous climat méditerranéen. Il soulignait certaines phrases à l'aide d'un stylo noir, griffonnait dans la marge avec une aisance qui détonnait avec l'image qu'il renvoyait d'habitude. Celle d'un homme simple, discret, sans ambition apparente. Camille s'approcha, feignant la légèreté. « Tu t'intéresses à l'irrigation maintenant ?» demanda-t-elle en souriant. Julien leva les yeux vers elle, son regard d'un bleu tranquille, soudain traversé par un éclair fugitif. « Oh, c'est juste de la lecture pour passer le temps. Je suis tombé dessus en rangeant quelques affaires. C'est fascinant de voir comment il gère ça ailleurs, non ?» Il replia le dossier calmement et le glissa dans une pochette cartonnée, comme si ce n'était rien. Elle hocha la tête, prit une tasse, versa le café, mais ne répondit pas immédiatement. Elle connaissait ce ton. C'était celui qu'il prenait quand il voulait changer de sujet. Ce qu'il venait de lire, ce n'était pas une curiosité passagère. C'était le genre de document qu'on lit quand on doit prendre des décisions importantes. Ce n'était pas la première fois qu'elle sentait cette dissonance entre ce qu'il prétendait être et ce qu'il laissait paraître. Mais jusque-là, elle avait balayé ses soupçons d'un revers de main, les attribuant à son imagination. Assise en face de lui, elle l'observa discrètement. Il tenait sa tasse d'une manière presque cérémonieuse, le petit doigt légèrement levé, un geste raffiné qu'elle n'avait jamais vu chez les autres ouvriers agricoles qu'elle avait côtoyés lors de sorties scolaires. Sa posture, droite, naturelle, évoquait davantage celle d'un homme habitué au conseil d'administration qu'au champ boueux, et ce regard concentré, presque analytique, lorsqu'il fixait quelque chose en silence. Elle avait souvent trouvé ça séduisant, sans vraiment comprendre pourquoi. Ce matin-là, elle comprit, c'était l'attitude d'un homme qui réfléchit en permanence, qui planifie, qui dissimule aussi. Elle aurait pu poser des questions, insister, mais elle n'était pas du genre à provoquer une confrontation à l'aveugle. Camille préférait les silences aux disputes, les indices aux affirmations. Elle nota mentalement la réaction de Julien, son ton neutre, ce léger tremblement dans ses doigts au moment de refermer le dossier. Puis elle se leva, déposa un baiser sur sa tempe et s'éclipsa dans le jardin pour arroser les plantes. La journée continua sans incident. Julien partit comme d'habitude, un sac à dos sur l'épaule, ses bottes de travail aux pieds. Il l'embrassa distraitement avant de franchir le portail. Camille le regarda s'éloigner, le dos large, la démarche assurée. Il semblait le même homme que celui qu'elle avait épousé, mais une fissure infime s'était ouverte dans la façade, et elle ne pouvait plus l'ignorer. En son absence, elle retourna dans la cuisine et se mit à réfléchir à ce qu'elle avait vu. Elle se souvint d'un moment, quelques semaines auparavant, où elle l'avait surpris en train de parler au téléphone en anglais. Un anglais fluide, sans accent, à propos de chiffres, de délais, de livraison. Il avait dit plus tard que c'était un ancien camarade de lycée expatrié, mais elle n'y avait pas cru. Julien n'avait jamais mentionné avoir étudié l'anglais à ce niveau. Quand elle lui posait des questions sur son passé, il éludait. Il parlait de son grand-père, jamais de ses parents, de ses débuts dans les champs, jamais de ses études, comme s'il avait commencé à exister le jour où il était arrivé ici. Elle entra dans le petit bureau au fond de la maison, un espace modeste avec une vieille bibliothèque, une lampe de bureau et un classeur métallique. C'était là qu'il rangeait ses papiers, les factures, les reçus, quelques courriers. Rien d'extraordinaire, du moins en apparence. Elle ouvrit le premier tiroir, tomba sur des documents classiques, garantie d'électroménager, papier de mutuelle, contrat de téléphonie. Puis, dans une chemise orange, elle trouva un ensemble de feuillets reliés entre eux,
Des notes manuscrites sur les cycles de production, des calculs complexes sur la rentabilité d'une exploitation viticole en phase de conversion biologique. Elle s'arrêta. Ce n'étaient pas des notes d'un simple employé, c'étaient les réflexions d'un gestionnaire, d'un homme impliqué au cœur du processus décisionnel. Elle les parcourut longuement, notant la rigueur de la présentation, la cohérence des idées. Julien n'avait jamais mentionné un quelconque rôle dans la gestion. Il disait suivre les ordres du chef de culture, point final. Lorsqu'il rentra ce soir-là, il la trouva dans la cuisine, un livre à la main, l'air pensif. Elle l'observa s'approcher, poser son sac, se laver les mains. Elle aurait pu le confronter immédiatement, mais elle choisit une autre voie. « Tu sais, » dit-elle en remuant doucement la soupe sur le feu, « je repensais à ce rapport de ce matin. C'est impressionnant tout ce que tu sais. Tu devrais peut-être envisager de passer un diplôme ou même de conseiller d'autres exploitations. » Julien haussa les épaules en souriant. « Oh, tu sais, les livres, ça ne coûte rien. Et puis je ne suis pas fait pour les papiers. J'aime le terrain. » Elle acquiesça lentement. « Peut-être, mais je te trouve très à l'aise avec les deux. » « C'est rare. » Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, longuement. Et dans ce regard, elle crut voir une hésitation, un aveu qui ne venait pas. Puis il détourna les yeux, s'assit et lui demanda si elle avait passé une bonne journée. La conversation prit un autre chemin, comme toujours. Mais dans l'esprit de Camille, la question continuait de tourner, obstinée. Qui était vraiment Julien Morel? Et surtout, qu'essayait-il de lui cacher? Le lendemain, elle décida qu'elle allait commencer à chercher des réponses. Pas pour le piéger, mais parce qu'elle avait besoin de vérité. Elle avait fait un choix que tout le monde jugeait insensé. Elle avait misé son avenir sur un homme que personne ne comprenait. Et si elle voulait continuer à le défendre, à l'aimer, à marcher à ses côtés, elle devait d'abord savoir à qui elle avait réellement donné sa main. La chaleur sèche de la fin d'après-midi enveloppait les champs lorsque Julien proposa à Camille de faire une promenade. Elle accepta sans hésiter, contente de passer du temps seule avec lui après plusieurs jours où leurs horaires semblaient ne plus coïncider. Ils empruntèrent un petit sentier de terre battue, bordé d'amandiers et de haies sauvages, qui serpentaient à travers la campagne. Camille, en sandales et robe légère, marchait tranquillement à ses côtés, profitant du chant des cigales et de la lumière dorée filtrant entre les feuillages. Julien paraissait détendu, presque trop. Il parlait de la récolte à venir, des pluies trop rares cette saison, de quelques soucis d'irrigation dans la partie nord du domaine. Camille l'écoutait d'une oreille, mais son esprit dérivait. Elle repensait aux documents techniques, à la fluidité avec laquelle il lisait l'anglais, à cette aisance discrète dans des domaines qui n'étaient pas ceux d'un simple ouvrier agricole. Elle avait décidé de ne pas le confronter. Pas encore. Elle voulait observer, comprendre par elle-même. L'opportunité allait se présenter plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Après une trentaine de minutes de marche, Julien bifurqua soudainement vers une grande allée bordée de cyprès. Au bout, un vaste portail en fer forgé s'ouvrait sur une propriété impressionnante. Des bâtiments en pierre rénovés, des hangars modernes, un parking avec plusieurs véhicules utilitaires de dernière génération et une grande maison principale surplombant un vignoble. Camille ralentit le pas, surprise. Elle connaissait cette exploitation de nom, la ferme de Montagne Blanche, l'une des plus importantes de la région, réputée pour sa production d'huile d'olive et ses expérimentations en agriculture biologique. « Tu veux visiter ?» demanda Julien presque nonchalamment. « Tu connais le propriétaire ?» répondit-elle intriguée. « Disons que j'y ai mes entrées, » dit-il en souriant. Ils franchirent le portail et aussitôt un homme en costume léger, aux cheveux gris bien coiffés, s'avança vers eux à grands pas. Il avait l'allure d'un cadre supérieur avec une démarche assurée et une attitude respectueuse. Il s'arrêta devant Julien et le salua avec une politesse inhabituelle pour un simple ouvrier agricole. « Monsieur Morel, je ne m'attendais pas à votre visite aujourd'hui, » dit-il en tendant la main. « C'est un plaisir de vous accueillir. » Camille sentit un frisson la parcourir. « Monsieur Morel, pas Julien, pas tu. » Ce n'était pas une familiarité de collègue. C'était une formule réservée à un supérieur ou à un partenaire d'affaires. Elle observa Julien, qui répondit à la poignée de main avec aisance, sans corriger ni atténuer le ton formel de son interlocuteur. Il ne semblait pas gêné, ni surpris. « Nous passions dans le coin, » répondit Julien. « Je voulais montrer à ma femme comment vous avez réorganisé les serres. »
J'ai entendu dire que les nouveaux systèmes de ventilation étaient opérationnels. » L'homme acquiesça, visiblement flatté. « Oui, depuis la semaine dernière. Nous avons déjà observé une baisse de la température moyenne de 3 degrés Celsius dans la serre principale. Je peux vous faire visiter si vous avez le temps. » Camille tentait de suivre la conversation, mais elle avait l'impression d'être dans un décor qui ne lui appartenait pas. Julien posait des questions techniques avec une précision redoutable. Taux d'humidité, rendement par mètre carré, rotation des cultures, investissements en équipement. L'autre homme répondait sans hésiter, visiblement habitué à rendre des comptes. À aucun moment il ne s'adressa directement à Camille, comme si elle n'était qu'une accompagnatrice, un témoin muet de quelque chose de bien plus complexe qu'une simple balade champêtre. La visite dura près d'1 heure. Ils parcoururent les serres, les hangars, les bureaux administratifs. Julien ne se contentait pas d'observer. Il conseillait, suggérait des modifications, comparait les installations à d'autres qu'il semblait avoir visitées ailleurs. Camille ne dit rien, mais son esprit bourdonnait de questions. Chaque détail renforçait son sentiment. Julien n'était pas un ouvrier comme les autres. Il connaissait les chiffres, les normes, les protocoles. Il agissait comme un homme habitué à diriger, pas à exécuter. Sur le chemin du retour, le silence s'installa. Camille marchait un peu en retrait, les bras croisés, le regard perdu dans les herbes sèches du chemin. Julien semblait absorbé par ses pensées, ou peut-être faisait-il semblant. Au bout de quelques minutes, elle rompit le silence. « C'est drôle, la façon dont il t'a appelé. »« Qui ça ?» répondit-il. « L'homme de la ferme. Il t'a dit « Monsieur Morel ». Julien haussa les épaules. « Il est un peu formel, c'est tout. Certains ont du mal à décrocher de leur étiquette, même dans un cadre détendu. Mais il te parlait comme à un supérieur, et tu connaissais tout ce qu'il faisait, comme si tu avais lu son plan de développement avant de venir. » Il s'arrêta et la regarda, son expression impassible. « J'ai juste de l'expérience. Tu sais, quand on passe sa vie dans les champs, on finit par comprendre comment les choses fonctionnent. C'est de l'observation. » Elle soutint son regard. « Tu sais, je ne suis pas stupide. Je t'écoute depuis des mois. Je vois comment tu t'exprimes, ce que tu caches. Je n'ai pas envie de fouiller, mais tu rends ça difficile. » Il sembla hésiter un instant, puis posa une main sur son épaule. « Camille, ce que je veux, c'est te protéger de tout ce qui pourrait salir notre vie. Ce monde-là, il est compliqué, plein de gens faux, d'intérêts croisés. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu n'as jamais regardé ce que je pouvais posséder. Tu as vu l'homme, pas le rôle. » Elle se dégagea doucement. « Mais tu ne m'as pas donné la chance de savoir qui est cet homme. Tu l'as dissimulé. » Ils reprirent la marche sans un mot. Le vent s'était levé, soulevant la poussière sur le chemin. Dans le silence tendu, Camille sentit qu'un point de non-retour avait été atteint. La confiance, si difficile à bâtir, si facile à fissurer, pendait maintenant à un fil. Elle se demanda combien de vérités encore restaient enfouies sous la surface tranquille de l'homme qu'elle avait épousé. Ce dimanche-là, le ciel était d'un bleu éclatant, sans aucun nuage à l'horizon. Camille s'était réveillée seule. Julien était déjà parti, laissant un mot griffonné à la hâte sur la table de la cuisine. « À la ferme, besoin de vérifier une livraison. Je rentre pour le déjeuner. » Elle but son café en silence, la pensée encore occupée par la visite de la ferme voisine 2 jours plus tôt. Le ton respectueux du directeur, la connaissance précise de Julien sur les installations, sa façon d'éluder ses questions, sans jamais vraiment mentir, mais sans jamais dire la vérité non plus. Tout cela l'avait profondément troublée, et aujourd'hui, ce départ matinal était l'excuse parfaite pour elle. Elle enfila une veste légère, prit ses clés, et décida de se rendre à la ferme où travaillait soi-disant son mari. Elle y avait rarement mis les pieds. Julien disait souvent que ce n'était pas un endroit pour elle, que ce n'était qu'un champ de boue, de sueur, de machines et de bruit. Mais elle voulait voir, elle voulait sentir l'endroit, observer, sans prévenir. Elle prit la route à pied, longeant les champs en fleurs, son regard fixé au loin. En arrivant, elle reconnut les hangars, les silos, la cour centrale poussiéreuse. Elle hésita un moment puis s'approcha du bâtiment principal. Tout était calme, à l'exception d'un tracteur qui s'éloignait lentement vers les champs du fond. Elle entendit des voix à l'intérieur d'un petit bureau dont la porte était entr'ouverte. Elle allait faire demi-tour par discrétion quand un mot prononcé à haute voix la fit s'arrêter net. « Monsieur Morel, je vous l'ai déjà dit, tant que vous maintenez ces actifs au nom personnel, la holding n'aura aucune couverture juridique en cas d'audit. » Camille se figea.
Le ton était ferme, professionnel. Un homme d'une cinquantaine d'années, visiblement un fournisseur ou un conseiller, parlait à Julien. Elle s'approcha imperceptiblement, collant son dos au mur, le souffle suspendu. « Je suis conscient des risques », répondit Julien d'un ton calme. « Mais je ne veux pas que la holding apparaisse pour l'instant. J'ai besoin que les choses restent comme elles sont. Vous jouez à un jeu dangereux, poursuivit l'autre. Votre conseil d'administration ne va pas accepter ce niveau d'opacité éternellement. Vous êtes président, oui, mais vos frères surveillent tout. » Camille sentit un vertige la gagner. Président, holding, actif au nom personnel? Elle recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement un ouvrier intelligent, ni un passionné d'agriculture. Julien dirigeait quelque chose de bien plus vaste, bien plus structuré, et surtout, il le faisait dans l'ombre. Il avait choisi de cacher cette réalité, non seulement aux habitants du village, mais à elle aussi. Elle n'était pas censée entendre cette conversation. « Je gère cette entreprise comme je l'entends », répliqua Julien avec fermeté. « Et pour le moment, ma vie privée est plus importante que les apparences. Je ne veux pas que Camille entre là-dedans, pas encore. » À l'entente de son prénom, Camille sentit une colère froide monter en elle. Ce n'était plus une simple omission. Il avait délibérément construit une façade, une illusion de vie modeste pour la préserver, soit, mais sans jamais lui laisser le choix. Elle n'était pas une enfant. Elle avait le droit de savoir qui était réellement l'homme qu'elle avait épousé. Elle recula encore, fit demi-tour en silence, les pas lourds, le regard vide. Elle ne rentra pas tout de suite. Elle marcha longuement, tentant de comprendre ce que cela signifiait. Julien n'était pas qu'un homme secret. Il était le président d'une holding, propriétaire d'un empire agricole. Et elle, sa femme, était tenue à l'écart de cette vérité comme si elle n'était pas digne d'y appartenir. Elle rentra chez eux peu avant midi. Julien l'attendait dans le jardin, préparant une table simple sous la tonnelle. Lorsqu'il la vit, il sourit, mais elle ne répondit pas. Elle déposa son sac sur une chaise et s'assit sans un mot. Il fronça les sourcils. « Tu es sorti ce matin ?» demanda-t-il, comme pour faire la conversation. « Oui, je suis allé à la ferme », répondit-elle simplement. Julien s'arrêta. Il resta figé une seconde, puis reprit doucement. « Pourquoi ?» Pour voir, pour comprendre. Un silence s'installa. Il la regarda attentivement, puis détourna les yeux, comprenant sans qu'elle le dise qu'elle avait tout entendu. « Tu n'étais pas censé. »« Je sais, » le coupa-t-elle. « Je n'étais pas censé savoir que tu es président d'une holding, que tu caches tout au nom de ta vie privée. Je n'étais pas censé savoir que tu prends des décisions qui engagent des millions d'euros, que tu es surveillé par tes frères, que tu diriges une entreprise. Je n'étais censé voir que le Julien qui rentre le soir avec de la boue sur les bottes. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il s'assit en face d'elle, les mains croisées sur la table. « Je voulais te protéger de ce monde. Il est froid, manipulateur, stratégique. Avec toi, j'ai trouvé quelque chose de pur, d'authentique. Je voulais m'assurer que tu m'aimais pour moi, pas pour ce que je représente. » Elle le regarda longuement. « Mais tu ne m'as jamais donné le choix. Tu as décidé pour moi ce que je devais savoir, ce que je devais voir. Ce n'est pas de l'amour, Julien, c'est de la mise en scène. » Il baissa les yeux. La tension dans l'air était presque palpable. Camille se leva, fit quelques pas dans le jardin. Elle avait besoin d'espace, de silence, mais aussi de clarté. Elle aimait encore Julien, profondément, mais elle ne pouvait pas continuer à vivre dans une fiction écrite par lui seul. Elle se retourna vers lui. « Tu dois me dire la vérité, toute la vérité, pas pour te justifier, mais parce que j'en ai besoin pour savoir si je peux encore te faire confiance. » Il hocha la tête lentement. « Je te la dirai. Tout, mais pas ici. » Elle le fixa sans ciller. « Alors choisis l'endroit et ne tarde pas. » Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Julien était parti tôt, sans laisser de mots cette fois. Camille resta un long moment dans leur chambre, assise au bord du lit, le regard perdu dans le vide. Les mots entendus la veille résonnaient encore dans sa mémoire. Elle n'était plus dans le doute. Julien n'était pas un homme discret ou simplement cultivé. Il était l'héritier d'une fortune, président d'une entreprise qui manifestement opérait à grande échelle. Mais ce qui la rongeait n'était pas la richesse qu'il dissimulait, ni le pouvoir qu'il détenait en secret. C'était cette sensation d'avoir été tenu à l'écart, comme si son amour n'avait été qu'un test, et elle, inconsciente de tout, avait été jugée sans le savoir. Elle descendit dans le salon, puis s'arrêta devant la porte du petit bureau au fond du couloir.
Julien l'utilisait rarement en sa présence. C'était un espace sobre, avec une table en bois, quelques classeurs empilés, une vieille armoire verrouillée dont la clé était toujours dans un tiroir. Camille avait jusque-là respecté son espace, pensant que chacun avait droit à son jardin secret. Mais aujourd'hui, après tout ce qu'elle avait découvert, après tout ce qui lui avait été caché, elle décida de franchir cette limite. Elle ouvrit lentement la porte, pénétrant dans la pièce comme dans une zone interdite. Le soleil entrait à travers les stores en bois, projetant des ombres obliques sur les meubles. L'odeur du papier ancien flottait dans l'air. Elle ouvrit les tiroirs du bureau, méthodiquement. Au début, rien d'inhabituel. Factures, correspondances banales, carnets de notes. Mais dans le troisième tiroir, coincé sous une pile de dossiers, elle trouva une pochette noire à fermeture éclair. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, plusieurs documents épais imprimés en couleur étaient rangés de façon soignée. En les parcourant, Camille sentit son souffle se bloquer. Les pages, toutes en français et en anglais, portaient les en-têtes d'entreprises agricoles. Il y avait des contrats de distribution internationale, des relevés d'investissement, des documents juridiques faisant mention de filiales, de partenariats avec des coopératives en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. Au centre du dossier, un document attira particulièrement son attention. Il portait le logo Domaine Morel SA et affichait en haut à gauche un titre sans équivoque, Président-directeur général, Julien Morel. Camille reposa lentement le papier, les mains légèrement tremblantes. Elle venait de trouver la preuve tangible de tout ce que Julien lui avait caché. Il n'était pas seulement un héritier passif d'un domaine agricole. Il en était le dirigeant effectif, celui qui signait les décisions, engageait les budgets, supervisait les investissements. Le document datait de plus d'1 an, ce qui signifiait qu'il avait ce rôle bien avant leur mariage. Il n'était donc pas question d'un changement récent, ni d'un secret gardé temporairement. C'était un mensonge de fond, structuré, entretenu. Elle continua à fouiller. Dans une autre pochette, elle découvrit une correspondance électronique imprimée entre Julien et un cabinet d'avocats à Paris. Ils évoquaient des stratégies de discrétion financière, la gestion de propriétés sous couvert de sociétés tierces, des conseils pour maintenir un profil bas. Il y avait même des échanges concernant une résidence secondaire en Toscane, apparemment achetée via une société écran pour ne pas attirer l'attention. Camille sentit la colère monter. Elle n'avait jamais voulu un mari riche. Elle s'était éprise de Julien parce qu'il était simple, attentif, profondément humain. C'était cette image-là qu'il avait cultivée, celle d'un homme de la terre, d'un travailleur modeste. Mais maintenant, elle se demandait si tout cela avait été une mise en scène. L'authenticité qu'elle avait tant aimée n'était-elle qu'un rôle? Était-elle tombée amoureuse d'un personnage créé pour séduire sans révéler? Elle s'assit sur la chaise du bureau, les papiers étalés devant elle. Elle prit son temps pour relire chaque page, noter les noms, les chiffres, les dates. C'était un véritable empire agricole. Des dizaines de milliers d'hectares répartis en France et à l'étranger, une structure de holding complexe, des actionnaires familiaux, des conseils d'administration trimestriels, des montants de transactions à 7 chiffres. Julien n'était pas seulement riche. Il était au centre d'un réseau économique à grande échelle. Et pourtant, dans leur quotidien, il avait choisi le silence, le camouflage, l'humilité feinte. En remontant au grenier, elle trouva encore plus. Des cartons entiers, remplis de classeurs, soigneusement étiquetés. Certains portèrent des inscriptions comme « Fusion 2019 »,« Acquisition Espagne »,« Contrat Asie du Sud-Est ». Tous les indices étaient là, cachés à la vue, mais accessibles pour qui décidait de chercher. Elle s'agenouilla au milieu des boîtes, les mains sur les genoux, et prit une longue inspiration. Elle n'avait jamais cherché la richesse, mais elle avait droit à la vérité. En redescendant, elle croisa leurs reflets dans le miroir du couloir. Elle se vit différente, moins naïve, plus déterminée. Cette fois, Julien n'allait pas pouvoir s'en sortir avec un simple sourire ou une esquive habile. Elle voulait des explications, des vrais, et il allait devoir faire face aux conséquences de son silence prolongé. Lorsqu'il rentra plus tard dans l'après-midi, il la trouva dans le salon, assise, les documents devant elle. Il s'arrêta sur le pas de la porte, son regard passa des papiers à son visage, et il comprit immédiatement. « Tu as fouillé ?»« Non, j'ai cherché la vérité. » Il avança lentement, s'assit en face d'elle, et ne dit rien pendant plusieurs secondes. « Alors maintenant, tu sais. » Elle acquiesça.
Je sais que tu m'as menti depuis le premier jour. Je sais que tu m'as épousé en sachant que tu cachais toute une vie. Et je sais que tu m'as choisi pour des raisons que je n'ai pas encore comprises. » Julien soupira, passa une main sur son visage. « Ce n'est pas un mensonge, c'est un choix. Je voulais une vie différente, une vie loin des projecteurs, des manipulations, des gens intéressés. Je voulais une personne vraie. » Camille se leva, les yeux brûlants. « Et tu as eu cette personne. Mais tu ne lui as pas rendu la même vérité. Tu t'es protégée derrière ton jeu. Moi, je me suis donnée entière. Toi, tu as choisi ce que tu voulais montrer. » Elle s'arrêta près de la porte, le regarda une dernière fois. « Tu me dois plus que des explications. Tu me dois la vérité, toute. Et cette fois sans délai, sans détour. » Ce mercredi matin, la tranquillité de la maison fut rompue par la sonnerie d'un téléphone que Camille n'avait jamais entendu. Elle sursauta, troublée, en voyant apparaître sur l'écran un appel inhabituel, un numéro parisien. Hésitante, elle décrocha. Une voix posée, claire, sans empressement. « Bonjour, mademoiselle Camille Laurent. Je suis maître Bertrand Valois, avocat à Paris, et je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet de monsieur Julien Morel. » Le sang de Camille se glaça. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle d'une voix incertaine. « Ne vous inquiétez pas, je vous prie. Il s'agit uniquement d'un dossier privé, mais qui pourrait vous concerner. Je peux venir vous voir dans la journée, si cela vous convient. » Elle acquiesça machinalement, le cœur au bord des lèvres. L'homme raccrocha. À peine quelques secondes plus tard, une voiture noire élégante s'arrêta devant leur maison. Un homme soigné en descendit, portant un costume sombre impeccable, une chemise blanche irréprochable, une posture alerte. Il se présenta à la porte. « Maître Valois, je suis désolé de cette intrusion, mais je devais m'assurer de vous rencontrer aujourd'hui. » Camille le fit entrer avec une méfiance polie. Elle referma la porte derrière lui et l'invita à s'asseoir dans le salon, encore dérouté par les découvertes récentes. Il sortit un dossier en cuir, le posa doucement sur la table et l'ouvrit devant ses yeux. À l'intérieur, des documents soigneusement classés, aux en-têtes strictes. Statut de société, certificat d'actionnariat, extrait K-bis. Il commença par lui expliquer qu'il avait été mandaté par M. Morel lui-même, dans un esprit de discrétion, pour la rencontrer. Il souhaitait que vous sachiez la vérité le moment opportun, et il m'a demandé de vous épauler dans cette démarche. Une phrase semblant peser une éternité. Camille le regarda longuement, cherchant un signe, une duplicité. L'avocat poursuivit. « Voici un document, datant de plusieurs mois avant votre mariage. Il énonce clairement que Julien Morel est président du conseil d'administration de Domaine Morel SA, possédant un réseau international de centres agricoles. Il souhaitait que cet élément de votre vie commune soit présenté de manière progressive, contrôlée, une fois que lui-même serait sûr que votre lien était réel et non basé sur une illusion. » Elle secoua la tête, incrédule. « Une illusion ? Il a délibérément construit une fausse image, même auprès de moi. » Maître Valois ne répondit pas immédiatement. Il raconta comment Julien avait confié ce dossier à son cabinet pour préparer la transition vers une vie plus simple, plus authentique, mais sans précipiter les choses. Il avait peur que tout s'écroule si cela arrivait brutalement. Camille sentit un mélange de tristesse et d'amertume monter en elle. Elle avait été tenue à l'écart d'un univers complet d'identité et de pouvoir. Et cette découverte indirecte médiée par un avocat la fit se sentir manipulée, même si Julien avait tenté, selon lui, de la protéger de l'avidité extérieure. Maître Valois lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre rédigée par Julien en personne. Il l'avait écrite quelques semaines après leur mariage, mais jamais remise. Les mots étaient mesurés, empreints d'une sincérité douloureuse. Il exprimait son désir de construire quelque chose de durable avec elle, tout en reconnaissant son propre mensonge. Il implorait une chance de regain de confiance, de transparence progressive, selon le rythme qu'elle fixerait. Camille lut cette lettre, le cœur serré. Elle y vit les confidences d'un homme partagé entre amour véritable et peur de perdre ce qu'il venait de trouver. Il reconnaissait ses contradictions, ses mensonges, et demandait à être jugé non sur ce qu'il avait caché, mais sur ce qu'il ferait désormais. L'avocat la regarda, la laissant décider. Elle se leva, posa la lettre sur la table et se tint debout, émue, mais déterminée. « Je t'aime encore, mais je ne veux plus jamais apprendre ce que je dois savoir par d'autres. Je veux que toute vérité me soit donnée par toi, maintenant. »
directement. Maître Valois acquiesça, la salua puis sortit en refermant soigneusement la porte. Avant de partir, il déposa sur la table un dernier document, un relevé comptable partiel montrant des investissements dans des infrastructures agricoles durables, des projets de formation pour jeunes agriculteurs en difficulté, le tout financé par la holding. Lorsque Julien entra peu après, il trouva Camille debout, ses mains serrées sur le dossier, l'air calme mais ferme. Il sut tout de suite que le moment était arrivé. Le moment de la vérité, enfin. Le silence dans la maison semblait suspendu, aussi dense que l'air avant un orage. Julien venait de refermer la porte derrière lui, son regard immédiatement attiré par la table du salon. Il vit le dossier laissé par Maître Valois, les papiers éparpillés, la lettre ouverte, et surtout Camille, debout, immobile, droite, comme si elle portait sur ses épaules le poids de toutes les vérités différées. Il ne dit rien d'abord, déposa lentement ses clés, s'avança mais elle recula d'un pas. Il comprit. L'heure des demi-vérités était passée. « Tu as tout lu ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle hocha la tête, ses yeux fixés sur lui sans trembler. « J'ai lu ce que tu aurais dû me dire depuis longtemps. J'ai lu ta lettre. J'ai écouté ton avocat. Maintenant, je veux t'écouter, toi. Pas plus tard. Pas un jour. Maintenant. » Julien prit une grande inspiration, comme s'il allait entamer une course qu'il redoutait. Il s'assit sur le bord du canapé, croisa les mains, puis releva les yeux vers elle. « Tout ce que tu as découvert est vrai. Je suis à la tête de Domaine Morel depuis le décès de mon grand-père. Il m'a confié cette entreprise, non pas parce que j'étais le plus âgé ou le plus expérimenté, mais parce que j'étais le seul à vouloir comprendre les fondements de ce que nous faisions. Mon père et mes frères voyaient les terres comme des chiffres. Moi, j'ai voulu comprendre la terre avec mes mains. » Camille restait silencieuse, attentive. Lorsque j'ai repris l'entreprise, j'ai pris une décision que personne n'a comprise. J'ai quitté les bureaux de Paris, les conseils d'administration, les tailleurs sur mesure. Je suis venu ici, incognito, pour travailler comme un simple ouvrier. Pas pour fuir mes responsabilités, mais pour m'immerger. Je voulais que les décisions que je prends à grande échelle soient enracinées dans la réalité du sol, de l'eau, des saisons. J'ai passé 2 ans à travailler incognito, et oui, j'ai dissimulé mon identité à tout le monde, et à moi aussi, murmura Camille. Il hocha la tête. Oui, et c'est ce que je regrette le plus. Mais comprends-moi, quand je t'ai rencontré, tu étais la première personne depuis longtemps à ne pas me voir à travers un prisme d'intérêt. Tu m'as parlé comme à un homme, pas comme à un portefeuille. Tu m'as aimé alors que tu pensais que je n'avais rien. Il se leva, s'approcha d'elle, lentement. Tu m'as choisi au moment où d'autres te tournaient le dos. Tu m'as défendu quand ils te méprisaient. Tu as vu l'essentiel. C'est pourquoi je ne voulais pas gâcher ça avec des chiffres, des titres ou des héritages. Camille recula d'un pas. Mais tu m'as privé de ce choix. Tu as décidé seul. Tu as contrôlé ce que je pouvais savoir ou non. Tu m'as enfermé dans ton plan sans me demander si je voulais y participer. Julien baissa les yeux. Je sais, et je ne demande pas que tu pardonnes aujourd'hui, mais je veux te montrer ce que je construis réellement. Pas seulement une holding ou un réseau de propriétés, je veux que tu vois ce que je suis en train de faire ici. Elle le fixa, incertaine. Il continua. Viens avec moi, maintenant. Je veux te montrer un endroit que personne ne connaît encore. Malgré elle, Camille ressentit une pulsion de curiosité. Elle accepta sans un mot. Ils montèrent dans le véhicule de Julien. Il prit la direction opposée aux fermes habituelles. Après une vingtaine de minutes à travers des chemins escarpés, ils arrivèrent dans une clairière isolée, en bordure d'un bois. Il coupa le moteur et descendit. « C'est ici que je veux commencer autre chose. » Elle descendit à son tour. Devant elle, un terrain récemment nivelé avec déjà quelques fondations posées. Au centre, une grande structure en bois, en cours de montage. Julien s'avança et commença à expliquer. « Ce terrain fait partie des actifs de la holding, mais personne ne sait que je le développe moi-même. Ce sera un centre de formation agricole, pour des jeunes sans ressources. Ils viendront ici apprendre à cultiver, à gérer, à vendre. Pas seulement pour devenir agriculteurs, mais pour comprendre l'ensemble de la chaîne. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regardait les ouvriers au loin, les outils, les plans posés sur une table improvisée. Tout semblait déjà pensé, organisé. Julien n'était pas seulement un dirigeant, il était un bâtisseur silencieux. « Et tu fais ça seul ?»« Non,
J'ai une petite équipe discrète, mais le projet est à moi. Je voulais attendre d'avoir tout terminé pour t'en parler. » Elle le regarda. « Tu m'as caché ta fortune. Tu m'as caché ton nom. Et maintenant tu veux me montrer des bâtiments comme preuve de sincérité. » Il secoua la tête. « Non, je veux te montrer que ce que je fais, c'est aligné avec ce que je suis, que mes décisions ne sont pas motivées par le pouvoir, mais par une conviction. Je veux partager tout ça avec toi, mais cette fois, je ne veux plus rien te cacher. Tu mérites mieux que des demi-vérités. » Camille le fixait, incertaine, mais touchée malgré elle. Ce qu'il montrait là n'était pas de l'ostentation, c'était du concret, du travail, une vision. Elle comprenait mieux pourquoi il avait fui le luxe, les apparences, les faux semblants. Ils restèrent un moment en silence, le vent caressant les herbes hautes. Puis elle dit enfin, la voix douce, mais ferme. « Je ne veux plus être surprise. Je ne veux plus découvrir des morceaux de ta vie par hasard, ou par d'autres. Si tu veux que je reste, tu devras me parler, de tout. » Il acquiesça. « Je suis prêt. » Camille tourna les yeux vers la structure en bois. Une fondation, certes modeste mais solide, peut-être un symbole de ce qu'ils pouvaient encore reconstruire. Ensemble, cette fois, sans mur ni masque. Une semaine après leur conversation dans la clairière, Julien invita Camille à l'accompagner à une réunion importante. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. L'air tendu de son visage, la nervosité rare dans ses gestes, tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple rendez-vous professionnel. Il s'agissait d'une confrontation annoncée. Julien avait prévenu ses frères, les autres actionnaires de Domaine Morel, qu'il souhaitait introduire Camille dans certaines discussions stratégiques. La réunion se tiendrait au siège secondaire de la holding, dans un ancien mas rénové en centre de gestion, à l'abri des regards, entre Arles et Avignon. Ils partirent tôt, roulant en silence à travers les paysages paisibles de la Provence. Camille, assise à côté de lui, contemplait les vignes qui défilaient par la vitre, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle savait que l'enjeu n'était pas seulement financier ou organisationnel. Il s'agissait de sa place dans un monde qui jusqu'à peu lui avait été entièrement caché. Julien, lui, gardait les yeux sur la route, la mâchoire contractée. Il savait ce qui l'attendait, la défiance, les reproches, les regards méprisants. À leur arrivée, un valet les guida jusqu'à une grande salle aux murs en pierre claire, décorée avec une sobriété froide. Une longue table de conférence occupait le centre, entourée de fauteuils en cuir. Autour, plusieurs personnes attendaient déjà. 3 hommes et une femme, les frères et la cousine de Julien, tous actionnaires, tous vêtus de manière impeccable. Lorsque Julien entra avec Camille à son bras, le silence se fit immédiatement plus lourd. Elle sentit les regards peser sur elle, certains curieux, d'autres déjà hostiles. Julien prit la parole en premier, rompant la tension. « Je vous ai réunis parce que nous devons parler de la suite. Des décisions doivent être prises sur les projets en cours et je ne veux plus les prendre seul. Camille m'accompagnera désormais dans ces réunions. » Un rictus se dessina sur le visage d'Éric, l'aîné, au visage anguleux et aux yeux perçants. Il croisa les bras. « Tu plaisantes, j'espère ? Nous ne sommes pas là pour assister à un théâtre conjugal. » Julien resta calme, mais son regard se durcit. « Ce n'est pas une plaisanterie. Camille est ma femme, mais surtout, c'est une femme intelligente, capable de comprendre ce que nous faisons ici. Elle n'est pas là pour donner un avis sur la décoration des étiquettes. Elle est ici parce que je veux rompre avec l'opacité. » Éric éclata d'un rire sec. « Opacité ? C'est toi qui te caches dans les champs depuis 2 ans, qui gère l'Empire comme un ermite. Et maintenant, tu veux nous imposer ton institutrice romantique comme conseillère ?» Camille sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle resta droite, silencieuse. Elle refusait de lui donner le plaisir d'une réaction. Sophie, la cousine, intervint, plus posée mais tout aussi tranchante. « Camille, je n'ai rien contre toi personnellement, mais comprends bien que cette entreprise existe depuis 3 générations. Nous avons des enjeux stratégiques, des partenaires étrangers, des décisions financières à plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas un espace pour les épouses, même pleines de bonne volonté. » Julien frappa légèrement du poing sur la table, sans hausser la voix. « Ce que vous refusez de voir, c'est que Camille n'est pas une distraction. Elle m'a vu tel que je suis. Elle est restée quand vous doutiez. Elle a vu les fondations du projet social que j'ai lancé sans même en parler ici. Et elle l'a compris avant vous tous. » Jean, le plus jeune des frères, intervint à son tour avec un ton moins agressif. « Tu as toujours fait les choses seul, Julien.
Maintenant, tu veux nous imposer une nouvelle figure alors qu'on ne connaît même pas sa position sur les projets majeurs. C'est un peu précipité, tu ne crois pas? Camille se leva, interrompant la dispute montante. Je ne suis pas ici pour prendre la place de qui que ce soit. Je n'ai pas demandé à être invité à cette table, mais ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai vécu les conséquences de vos silences, vos jeux de pouvoir, vos manœuvres. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui se cachait parce qu'il ne faisait pas confiance à sa propre famille. Et ce n'est pas en me méprisant que vous allez réparer ça. Éric répondit avec froideur. Tu n'as aucune légitimité, ni sur le plan juridique, ni dans l'histoire de cette famille. Camille croisa ses bras. Non, pas encore. Mais vous avez laissé Julien porter seul une structure que vous n'avez jamais voulu comprendre de l'intérieur. Un silence gênant s'installa. Sophie regarda ses papiers sans mot dire. Jean évita son regard. Julien, lui, posa sa main sur celle de Camille, sans prononcer un mot, mais avec un poids qui disait tout. La réunion reprit sur des sujets plus techniques, mais la tension restait palpable. Julien présenta des chiffres, détailla les bénéfices du centre de formation agricole en construction, les partenariats à venir avec des coopératives régionales. Il parla avec assurance, mais Camille voyait que son esprit restait agité. Ce n'était pas un simple conseil d'administration. C'était une bataille familiale, où l'enjeu dépassait les décisions de gestion. Il s'agissait de reconnaissance, de loyauté, d'appartenance. À la fin de la réunion, Éric s'approcha de Camille, l'air hautain. Il murmura « Je te connais à peine, mais je vois déjà où tu veux en venir. Tu veux ce que nous avons. » Et Julien est trop aveuglé pour le voir. Elle le fixa sans broncher. « Ce que je veux, c'est que l'homme que j'aime ne soit plus traité comme un intrus dans sa propre maison. » Elle quitta la pièce, la gorge serrée. Dans la voiture, Julien ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis, en démarrant, il lâcha « Je suis désolé de t'avoir fait vivre ça. » Camille regardait droit devant. « Tu ne m'as rien fait vivre que je n'aurais pas affronté pour toi. Mais maintenant, je comprends l'ampleur de ce que tu portes. » Julien posa sa main sur sa cuisse. « Et je ne veux plus jamais le porter seul. » Elle hocha la tête sans répondre, mais elle le pensait. Malgré les humiliations, malgré les regards de travers, malgré la violence des mots, elle n'était pas prête à partir. Elle voulait comprendre ce monde, le connaître, y prendre sa place. Non pas comme épouse décorative, mais comme partenaire véritable, visible, respecté. Et désormais, elle n'attendrait plus qu'on l'invite à la table. 2 jours après la confrontation tendue au conseil familial, Camille se réveilla avec un poids dans la poitrine. La réunion avait laissé des traces profondes. Elle avait vu de ses propres yeux les forces qui tiraient Julien dans des directions opposées, les jeux d'ego, les rancunes figées, les alliances implicites dans une famille divisée. Elle se sentait à la fois étrangère et nécessaire, comme un élément venu perturber un équilibre fragile, mais toxique. Malgré la douleur, elle ne regrettait pas d'avoir pris la parole. Mais ce matin-là, elle doutait encore de la place qu'elle pouvait vraiment occuper dans un univers où chaque regard semblait la jauger. Julien, lui, s'était montré plus silencieux que d'habitude depuis ce jour-là. Non pas fuyant, mais absorbé, comme s'il réfléchissait à chaque mot avant de le prononcer. Il passait de longues heures à relire des documents, à échanger avec ses collaborateurs, mais aussi à marcher seul dans les champs. Camille savait que quelque chose bouillonnait en lui, mais elle n'osait pas presser les choses. Ce fut donc une surprise lorsqu'en fin de matinée, Julien entra dans le salon avec une enveloppe ancienne à la main. Son regard était grave, presque ému. Il l'attendit à Camille, sans rien dire d'abord. L'enveloppe portait son nom, écrit d'une écriture droite, un peu tremblante. Sur le coin, une annotation « À remettre à Camille Laurent, si elle devient celle que je crois. » Camille fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» Julien répondit à voix basse. « Une lettre de mon grand-père. Il l'a écrite avant sa mort. Elle était dans ses papiers privés. Je ne l'ai jamais ouverte. Elle m'a été remise par notre notaire. Et je pense que le moment est venu. » Elle ouvrit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur, une feuille épaisse, jaunie par le temps. L'écriture était nette, appliquée. Le texte commençait simplement. « Chère Camille, si tu lis ceci, c'est que tu as réussi à voir en Julien ce que peu de gens ont su reconnaître, l'homme derrière l'héritier. » Camille sentit sa gorge se nouer. La lettre continuait. « J'ai vu trop de jeunes femmes courir après nos terres, nos titres, nos revenus. J'ai vu trop de mariages fondés sur l'image, sur la sécurité financière. Mais lorsque Julien m'a parlé de toi,
J'ai vu dans ses yeux une lumière que je ne lui connaissais pas. Je lui ai demandé de ne rien te dire, de te laisser découvrir l'homme avant l'héritage. Je sais que c'est injuste, mais c'était le seul moyen de savoir si ton amour était libre. » Elle s'interrompit un instant. Son cœur battait vite. Julien restait en retrait, les mains croisées, sans rien dire. Camille reprit sa lecture. « Si tu es encore là, après les révélations, après les silences, après les regards méprisants, alors tu es celle qu'il faut. Je n'ai pas connu beaucoup de vérité dans ma vie, mais celle-ci me semble indiscutable. La plus grande richesse d'un homme ne réside ni dans ses terres ni dans ses comptes, mais dans celle qu'il choisit pour marcher à ses côtés quand il n'a rien à offrir d'autre que lui-même. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille, mais elle les retint. Elle reposa la lettre lentement. Julien s'approcha, s'agenouilla devant elle et prit ses mains. « Il croyait en toi avant même de te connaître. Il disait que si une femme parvenait à m'aimer dans le silence et la poussière, elle méritait d'entrer dans la lumière avec moi. » Camille resta muette. Elle regardait ses mains dans les siennes. Dans cette lettre, elle ne lisait pas une bénédiction formelle. Elle lisait une validation intime, un soutien posthume qui venait guérir ce que les autres avaient blessé. Ce n'était pas une justification au mensonge de Julien, mais c'était un éclairage. Et dans les mots simples du vieil homme, elle trouvait une dignité qu'elle n'avait pas encore ressentie depuis son arrivée dans cet univers. Julien se releva, alla chercher une autre enveloppe, plus épaisse. Il y a aussi ceci. C'est un document annexe, joint à la lettre. Il avait pensé à tout. À l'intérieur, un acte de donation partielle, signé de la main du grand-père avant sa mort. Il y était stipulé qu'en cas de mariage reconnu comme légitime et sincère par Julien Morel, son épouse se verrait accorder un pourcentage minoritaire mais significatif des actions de la société holding. Ce document était prêt à être activé, à condition que Julien le contresigne. Camille le regarda, confuse. « Pourquoi tu ne l'as pas validé ?» Julien répondit doucement. « Parce que je ne voulais pas t'imposer ça. Parce que je voulais que tu sois libre. Mais maintenant, je veux que tu décides. Si tu veux vraiment marcher à mes côtés, si tu veux que ton avis compte, pas seulement comme ma femme, mais comme membre actif de cette structure, alors ce document te donne une voix, pas une faveur, une légitimité. » Elle resta un moment sans répondre. Puis, posant sa main sur celle de Julien, elle murmura « Je ne suis pas ici pour les parts. Je suis ici pour que ta solitude cesse. Mais si je dois avoir une place, je veux qu'elle soit réelle, pas symbolique. Je veux comprendre, participer, peser. Autrement, je serai toujours regardé comme une pièce rapportée. » Julien hocha la tête. « Alors, tu signerais ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle prit la lettre, la relut en silence. Ce n'était pas seulement un héritage juridique, c'était une transition. Une passerelle tendue entre l'homme qu'elle avait aimé dans l'anonymat et celui qu'elle allait désormais accompagner dans la pleine lumière. Elle leva les yeux vers lui. « Je signerai, mais une seule condition, plus rien ne m'est caché. Ni décision, ni doute, ni lutte. On traverse tout ensemble. » Julien acquiesça sans hésiter. « Promis. » Ils se regardèrent longuement. Pas comme deux personnes en crise, mais comme deux alliés. Quelque chose venait de se réparer, non pas par des mots d'amour, mais par des gestes clairs, des engagements solides. Et dans ce choix commun, scellé par une lettre venue du passé, ils commençaient à tracer une voie nouvelle. Plus droite, plus juste, et cette fois totalement partagée. Le jour du premier anniversaire de leur mariage, Camille se leva avec une étrange sensation. Ce n'était ni la joie légère des célébrations habituelles, ni la mélancolie des bilans personnels. C'était une tension calme, presque électrique, comme si quelque chose d'irréversible allait se produire. Julien, lui, avait passé la semaine à organiser une réception sur leur propriété. Il avait convié tout le village, des anciens camarades de lycée de Camille, des employés agricoles, des voisins, des commerçants, ainsi que quelques membres de la famille Morel, même ceux qui n'avaient pas accepté sa décision de vivre comme un simple ouvrier. Le domaine avait été préparé avec soin. Sous les oliviers, on avait dressé de longues tables couvertes de nappes blanches, décorées de bouquets de fleurs sauvages. Un petit orchestre local s'installait près de la grange, tandis qu'une équipe s'activait autour d'un buffet aux parfums généreux. Les premiers invités arrivèrent en fin de matinée. Ils furent accueillis par Camille, souriante, mais attentive à chaque regard, chaque mot. Elle savait que, malgré les sourires, beaucoup n'étaient là que pour vérifier une rumeur qui circulait avec insistance
depuis quelques jours. Julien Morel n'était pas ce qu'il prétendait être. Julien, vêtu simplement comme à son habitude, saluait chaque invité avec chaleur. Personne n'aurait pu deviner à sa façon d'évoluer parmi les gens qu'il était à la tête d'un empire agricole. Mais aujourd'hui, ce rôle caché allait cesser d'exister dans l'ombre. Vers 14 heures, alors que les discussions allèrent bon train et que les coupes de vin circulaient, Julien grimpa sur une petite estrade improvisée. Camille, debout à quelques mètres de lui, sentit son cœur battre plus fort. Le silence s'installa peu à peu, chacun tournant la tête vers lui. Il prit la parole d'une voix ferme, sans artifice. « Il y a 1 an, j'ai épousé Camille. Beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était une décision étrange. Une professeure respectée, épousant un homme qui n'avait ni voiture, ni grande maison, ni même un nom connu. Certains ont ri, d'autres ont critiqué, et je n'ai rien dit. » Il fit une pause. Le silence était désormais total. Je n'ai rien dit, parce que j'avais besoin de silence. J'avais besoin de me libérer de ce que mon nom portait, de ce que ma famille attendait. J'avais besoin qu'on me voie pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Il descendit de l'estrade, fit quelques pas vers Camille, puis se tourna à nouveau vers la foule. « Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Mon nom est Julien Morel, et je suis le président-directeur général de Domaine Morel SA. Je dirige une entreprise agricole implantée en France, en Espagne, en Italie et dans plusieurs autres pays. Ce domaine sur lequel vous vous tenez est l'un de ceux que nous possédons. Mais ce n'est pas cela le plus important. » Les visages dans l'assemblée étaient figés. Certains chuchotaient, d'autres écoutaient, sans bouger. Ce qui est important, c'est que Camille m'a aimé quand elle ne savait rien de tout ça. Elle m'a épousé alors que j'étais, à ses yeux, un simple ouvrier agricole. Elle a affronté vos regards, vos jugements, vos rires, et elle ne m'a jamais demandé autre chose que la vérité. Julien prit la main de Camille dans la sienne, la leva légèrement. Cette femme m'a sauvé d'une vie vide. Elle m'a rendu la dignité que même mon héritage ne m'apportait pas. Et aujourd'hui, je veux que chacun ici sache exactement qui elle est. Pas juste la femme d'un homme riche, pas juste la compagne d'un patron. Elle est ma partenaire, mon égale, celle à qui je dois la force d'avoir assumé enfin qui je suis. Les applaudissements commencèrent timidement, comme un souffle hésitant. Puis ils se renforcèrent, se propagèrent, jusqu'à remplir tout le domaine d'un bruit continu, franc, sincère. Les visages changèrent. Ceux qui avaient douté la regardaient maintenant avec une admiration muette. Les anciens amis, ceux qui s'étaient éloignés, semblaient soudain embarrassés. D'autres s'approchaient, félicitaient, souriaient, comme pour effacer des mois de silence ou de jugement précipité. Camille restait droite, sans triomphalisme. Elle accueillait les réactions avec calme, sans oublier ce qu'il avait fallu endurer pour en arriver là. Derrière chaque applaudissement, elle se rappelait un murmure moqueur, une remarque déplacée, un regard de pitié. Mais elle n'était pas là pour se venger. Elle était là pour affirmer une place qu'elle avait conquise sans rien demander, simplement en restant fidèle à elle-même. Julien reprit le micro une dernière fois. « Ce domaine changera. Ce n'est pas une propriété privée fermée. Ce sera un lieu de formation, de partage, de transition agricole, et Camille m'aidera à le diriger. À compter d'aujourd'hui, elle siégera officiellement au conseil de la holding avec voix consultative et décisionnelle. » La surprise fut totale. Une femme extérieure au clan familial, intégrée à la gouvernance. C'était inédit, révolutionnaire pour certains. Julien termina ainsi. La vérité libère, mais l'amour, lui, construit. Il descendit, et la musique reprit. Mais rien n'était plus comme avant. Camille sentit que quelque chose de fondamental venait de basculer. Pour la première fois, elle n'était plus celle dont on riait en secret. Elle n'était plus la professeure naïve, la femme du pauvre ouvrier. Elle était la compagne d'un homme debout qui avait osé affronter l'héritage de son nom pour marcher à ses côtés. Et ce jour-là, devant tout un village, elle avait repris le pouvoir de sa propre histoire, sans s'imposer, sans réclamer, juste en étant là, debout, présente et désormais reconnue. Les jours qui suivirent la révélation publique furent marqués par un enchaînement d'événements aussi rapides qu'inattendus. Camille, qui jusque-là marchait dans les rues de Saint-Rémy-de-Provence avec une discrétion presque timide, devint soudain l'objet de regards bien différents. Là où il y avait autrefois des sourires condescendants, elle croisa désormais des signes de respect, voire d'admiration. Des commerçants qu'elle connaissait à peine lui adressaient des salutations plus longues,
plus chaleureuse. Des anciennes collègues du lycée qui avaient pris leur distance au moment de son mariage l'invitaient à boire un café ou lui envoyaient des messages pleins de regrets voilés et d'intentions renouvelées. Camille ne se laissait pas duper. Elle savait que cette soudaine vague de bienveillance n'était pas née d'un sursaut collectif de lucidité ou de générosité. Elle avait simplement changé de statut. De femme jugée mal avisée, elle était devenue celle qui avait su voir clair, celle qui avait compris avant tout le monde. Elle n'en tirait ni orgueil, ni ressentiment. Elle observait, prenait note et continuait son chemin avec une calme détermination. Du côté de la famille Morel, la situation était bien plus tendue. Si certains avaient salué le discours de Julien comme un acte de courage, d'autres l'avaient vécu comme une trahison. En particulier Éric, l'aîné, dont la colère ne s'était pas apaisée depuis la réunion du conseil familial. Il jugeait que Julien avait mis en péril la réputation de la holding en mêlant sa vie privée à la gouvernance stratégique de l'entreprise. Dans les jours qui suivirent la fête, il convoqua plusieurs réunions à huis clos avec d'autres actionnaires. Il évoqua des options juridiques, des votes pour redistribuer les pouvoirs, des audits internes pour contrôler les décisions récentes. Julien, prévenu de ces manœuvres, ne se laissa pas démonter. Pour la première fois depuis des années, il cessa d'agir seul. Il réunit une équipe restreinte de conseillers, renforça les protections juridiques autour de certains projets et convoqua un comité de pilotage exceptionnel. Camille, désormais officiellement nommée conseillère stratégique sur les projets sociaux et territoriaux de Domaine Morel, y siégeait en tant que membre active. Sa présence, d'abord contestée, fut rapidement remarquée pour sa clarté d'analyse, sa capacité à poser les bonnes questions et sa volonté d'agir en faveur de l'intérêt collectif. Elle ne cherchait ni pouvoir, ni exposition. Elle posait des faits, s'appuyait sur les réalités du terrain et proposait des solutions viables. Les employés agricoles, qu'il avait connus bien avant la révélation, lui faisaient confiance. Ils la voyaient, non comme une figure parachutée, mais comme une interlocutrice sincère, impliquée, capable de les écouter sans filtre. Julien, lui, se montrait différent, plus tranchant dans ses décisions, plus rapide dans ses réponses. Il avait toujours été stratège, mais auparavant il jouait un rôle. Maintenant, il assumait pleinement sa place, sans masque. La tempérance que Camille lui apportait l'équilibrait. Ensemble, ils formaient un binôme inattendu, mais redoutablement efficace. Loin des jeux de pouvoir familiaux, ils se concentraient sur des projets concrets. Le développement de nouvelles coopératives, la restructuration d'un réseau de distribution locale, la création d'un fonds pour soutenir les exploitations en transition écologique. Mais les tensions ne faiblissaient pas. Un matin, un document arriva à leur bureau par voie d'huissier. Une demande de suspension temporaire des droits de signature de Julien, initiée par une minorité d'actionnaires, dont Éric et Sophie. Officiellement, il s'agissait d'un contrôle de gestion nécessaire au bon fonctionnement de la structure. Mais Julien comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une tentative pour le pousser vers la sortie. Camille, elle, vit plus loin. C'était une réaction directe à sa propre intégration. Elle était devenue une menace symbolique autant qu'opérationnelle. Face à cette attaque, Julien décida de réagir sans agressivité. Il organisa une session extraordinaire, ouverte non seulement aux actionnaires, mais aussi à une sélection d'employés, de partenaires agricoles, de collaborateurs historiques. Il fit le choix de la transparence totale. Lors de cette session, il exposa les chiffres, les projets en cours, les résultats obtenus depuis un an. Il montra que les investissements dans le social et l'écologique n'avaient pas affaibli la holding, mais l'avaient au contraire stabilisée dans un contexte de marché incertain. Camille prit la parole à la fin de la session. Elle parla de la transformation des mentalités, de la valeur d'une entreprise qui ne repose pas seulement sur le rendement, mais sur la cohésion, sur la confiance, sur la vision à long terme. Elle ne chercha pas à convaincre, seulement à témoigner. Son discours dépouillé mais direct fit mouche. Le lendemain, le vote prévu pour suspendre Julien échoua. Une majorité inattendue se forma autour de lui. Certains actionnaires, jusque-là discrets, prirent sa défense, saluant son courage, sa clarté et surtout les résultats tangibles de sa stratégie. Éric, furieux, quitta la salle sans un mot. Sophie, elle, s'approcha de Camille après la réunion, lui adressa un regard long, puis dit simplement « Tu es plus solide que je ne l'aurais cru ». Ce soir-là, Camille et Julien rentrèrent chez eux plus soudés que jamais. Ils ne fêtèrent pas leur victoire,
Ils ne parlèrent même pas d'elle comme d'une victoire. Pour eux, c'était une étape nécessaire, un passage obligé vers un équilibre plus durable. Camille, en rangeant ses affaires, s'arrêta un instant devant la fenêtre. Elle regardait le ciel rougir au-dessus des vignes. Julien la rejoignit, glissa sa main dans la sienne. « Tu regrettes d'avoir plongé dans mon monde ?» demanda-t-il. Elle sourit doucement. « Non, je regretterai seulement de ne pas l'avoir fait, mais je veux qu'on ne cesse jamais de le transformer, ni pour eux, ni pour nous, pour ceux qui viendront après. » Il acquiesça, et dans cette lumière de fin de journée, sans cérémonie, sans promesse pompeuse, ils scellèrent une nouvelle alliance, plus mature, plus politique, plus juste, non pas contre ceux qui les rejetaient, mais pour ceux qui croyaient encore qu'on pouvait construire autrement. Le vent soufflait doucement sur les collines, lorsque Camille et Julien commencèrent à mettre en œuvre les changements concrets qu'ils avaient longuement préparés. Il ne s'agissait plus de restaurer leur image, ni de répondre aux critiques. Le temps des explications était terminé. Ce qui comptait désormais, c'était de créer des structures solides, de donner une forme durable à leur vision commune. Après des mois de tension, de confrontation et de révélation, ils avaient trouvé leur rythme. Ensemble, ils décidaient, structuraient, déléguaient. Julien n'était plus l'homme seul à la tête d'un empire. Camille n'était plus l'épouse surprise par un monde dont elle ignorait tout. Ils formaient un tandem lucide, complémentaire et résolument tourné vers l'action. Julien entama une profonde réorganisation de la holding. Il convoqua une série de réunions internes, cette fois non pas pour débattre d'un pouvoir ou d'un héritage, mais pour repenser les méthodes, les rôles, les priorités. Il fit appel à des experts extérieurs, sélectionna des profils issus de la nouvelle génération d'agriculteurs, intégra davantage les coopératives régionales dans les prises de décisions stratégiques. Il décida de confier une partie significative de la gestion quotidienne à un comité indépendant, composé de professionnels reconnus, sans lien familial direct. Ce choix fut accueilli avec surprise, puis avec respect. Julien montrait qu'il n'était pas attaché au contrôle par vanité, mais par exigence. Et maintenant qu'il avait trouvé une voie plus stable, il voulait que l'entreprise puisse continuer à avancer, même sans sa présence permanente. Camille, de son côté, prit en main le développement des projets sociaux. Elle créa un programme de soutien aux jeunes agriculteurs avec un double objectif, l'installation en milieu rural et la formation continue. Le programme offrait des subventions, des prêts à taux préférentiels, mais aussi un accompagnement humain, avec des mentors choisis parmi les exploitants les plus expérimentés. En quelques mois, plus de 100 candidatures affluèrent. Camille les étudia personnellement. Elle lisait chaque dossier, rencontrait les porteurs de projets, dialoguait avec les maires de villages concernés. Elle connaissait les prénoms, les histoires, les doutes. Ce n'était pas une fonction symbolique. Elle s'impliquait à chaque étape. Elle décida aussi de lancer une initiative spécifiquement tournée vers les femmes rurales. Trop souvent reléguées à des tâches invisibles ou réduites à des rôles secondaires, elles étaient pourtant au cœur du tissu agricole. Camille organisa des ateliers, des conférences, des groupes de parole. Rapidement, des femmes de toute la région vinrent partager leurs expériences, leurs difficultés, mais aussi leurs idées. Certaines, autrefois discrètes, commencèrent à prendre la parole en public pour la première fois. Camille ne se posait pas en exemple. Elle se contentait de créer l'espace. Et dans cet espace, des voix jusque-là tues commencèrent à résonner. Julien, en l'observant, réalisait chaque jour à quel point son intuition avait été juste. Camille ne voulait ni de statut ni de reconnaissance vide. Elle voulait faire, construire, s'ancrer. Ensemble, ils prenaient peu à peu leur distance avec l'agitation parisienne. Ils réduisirent leur présence dans les cercles traditionnels du pouvoir agricole. Ils préféraient passer du temps sur les routes de campagne, dans les fermes isolées, dans les petites mairies. Leur choix de vie s'affirmait sans bruit mais avec constance. La maison où ils vivaient n'avait pas changé. Elle était restée simple, fonctionnelle, presque austère. Aucun luxe ostentatoire, aucune rénovation spectaculaire. Juste quelques livres supplémentaires dans la bibliothèque, une nouvelle table de travail pour Camille, un espace de jeu improvisé pour les enfants des ouvriers qu'ils accueillaient parfois le week-end. Ils refusaient les protocoles, les cérémonies, les démonstrations de richesse. Leur quotidien était fait de décisions concrètes, de repas pris en plein air, de réunions improvisées sous les tonnelles. Ils avaient fait le choix de la simplicité,
non pas par stratégie, mais parce que cela correspondait à ce qu'ils étaient réellement. Les retours du terrain confirmaient l'impact de leur travail. De jeunes exploitants témoignaient de leurs débuts rendus possibles grâce au programme. Des femmes racontaient comment les rencontres organisées par Camille leur avaient permis de sortir d'un isolement silencieux. Des agriculteurs plus anciens disaient qu'ils se sentaient enfin écoutés. Julien, qui avait autrefois vécu cette tension entre héritage et identité, voyait dans cette nouvelle dynamique une forme d'apaisement. Il ne portait plus seul le poids du nom Morel. Il partageait désormais une vision avec Camille, et cette vision s'incarnait dans des actions concrètes. Mais tout cela n'était pas le fruit du hasard. Rien n'avait été donné. Tout avait été arraché au doute, à la peur, à la méfiance. Ce qu'ils avaient aujourd'hui n'était pas un privilège hérité, mais un espace conquis, par le dialogue, par la volonté, par le refus de céder au cynisme. Et ce que Camille inspirait autour d'elle allait bien au-delà de son rôle au sein de la holding. Elle devenait un exemple pour beaucoup de femmes dans la région, pas parce qu'elle avait épousé un homme puissant, mais parce qu'elle avait su faire de cette situation, d'abord floue, une opportunité de transformation. Elle ne reniait pas les débuts. Elle les assumait. Elle les racontait parfois avec sincérité aux jeunes femmes qu'elle croisait dans ses ateliers. Elle parlait de ses doutes, de son isolement, de la violence des regards. Et elle montrait que ce n'est pas le monde qui donne sa légitimité à une femme. C'est la femme qui, par sa position, sa ténacité et sa parole, impose sa propre place. Julien, dans un moment d'intimité, lui dit un soir « Tu sais, tout aurait pu s'effondrer si tu étais parti ce jour où tu as tout découvert. » Camille répondit sans hésitation « Et si tu avais choisi de continuer à me mentir, rien de tout cela n'existerait non plus. » Ce fut la seule fois où ils reparlèrent de cette rupture initiale. Le reste du temps, ils regardèrent devant. Ils savaient que tout pouvait encore changer, que les équilibres étaient fragiles. Mais ce qu'ils avèrent désormais, aucun conseil d'administration ne pouvait le leur retirer. La solidité d'un choix fait librement et assumé à deux. Un choix qui, au lieu d'être dicté par les circonstances, avait été défendu, construit et vécu avec la lenteur exigeante de ceux qui savent que le vrai pouvoir ne se prend pas. Il se partage. 1 an après la révélation publique sur l'identité de Julien, Camille et lui furent invités à participer à une conférence nationale sur le leadership rural, organisée à Lyon. Ce n'était pas une demande anodine. L'événement rassemblait chaque année les principaux acteurs du monde agricole français, les responsables politiques régionaux, les chercheurs en économie rurale, les investisseurs et les porteurs de projets innovants. L'invitation était accompagnée d'une requête explicite, que Camille intervienne pour partager son expérience personnelle et son regard sur les transformations à l'œuvre dans le monde agricole. Julien, d'abord réticent, avait laissé Camille décider, et elle avait dit oui. Pas par goût de la lumière ni par désir de reconnaissance, mais parce que cette invitation représentait bien plus qu'un discours. C'était une manière de fermer une boucle, de donner un sens complet à tout ce qui avait été construit depuis ce fameux jour où elle avait décidé, contre l'avis de tous, d'aimer un homme que personne ne comprenait. Le fait que cette décision, autrefois moquée, soit aujourd'hui érigée en exemple, ne l'amusait pas. Cela l'engageait. La conférence se tenait dans un grand amphithéâtre moderne, au sein d'un centre agricole universitaire prestigieux. Plus de 400 personnes étaient présentes. Les intervenants précédents parlaient d'innovation, de rentabilité, de transition écologique, de digitalisation. Quand le nom de Camille Laurent fut annoncé, il y eut un léger murmure dans la salle. Elle n'était ni ingénieure, ni dirigeante de coopérative, ni chercheuse. Elle était l'épouse d'un homme influent, devenu conseillère dans l'entreprise familiale. Pour certains, cela suffisait à légitimer sa présence. Pour d'autres, c'était insuffisant. Elle monta sur scène, sans papier, sans prompteur, vêtue simplement mais avec assurance. Elle regarda la salle un instant, puis commença. « Il y a un peu plus de 2 ans, j'étais professeur de littérature dans un petit lycée du sud de la France. J'aimais mon métier, mes élèves, ma vie calme. Et puis j'ai rencontré un homme qui travaillait la terre, qui parlait peu, qui semblait vivre en dehors des codes habituels. Je l'ai aimé et je l'ai épousé. » Elle marqua une pause. La salle était attentive. On a ri de moi. On a dit que j'étais naïve, que je m'étais trompée de vie. Même mes proches n'ont pas compris. Pourquoi choisir un homme qui, disait-il, n'avait rien?
Pourquoi abandonner une vie stable pour une incertitude aussi visible? Elle leva les yeux, cherchant les visages. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme possédait beaucoup, mais il l'avait caché, non pour manipuler, mais pour se protéger. Pour trouver quelqu'un qui l'aimerait sans masque, sans décor, sans titre. Ce que moi non plus, je ne savais pas, c'est que cet amour allait m'emmener dans un univers totalement nouveau. Elle respira profondément. Julien, assis au premier rang, la regardait fixement. Quand j'ai appris la vérité, j'ai eu peur, j'ai douté, j'ai pensé partir, mais j'ai aussi compris que derrière le mensonge, il y avait un homme sincère, un homme prêt à tout reconstruire, à condition que cela se fasse à deux. Alors j'ai choisi de rester. Pas pour l'argent, pas pour la puissance de son nom, mais parce qu'il m'avait laissé libre, libre de partir, libre de décider. Et moi, j'ai décidé de faire de cette vérité une force. Un silence dense enveloppait désormais l'amphithéâtre. Aujourd'hui, je suis impliqué dans des projets sociaux en milieu rural. Je travaille avec des agriculteurs, des femmes, des jeunes sans réseau. Je ne suis pas là grâce à mon mari. Je suis là parce que j'ai transformé une situation improbable en espace d'action. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut entrer dans un monde codifié, ancestral, rigide, et en modifier la structure si l'on garde les pieds dans le réel et le regard sur les autres. Elle s'interrompit, puis conclut « On a ri de moi pour avoir aimé un ouvrier, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il n'avait jamais fait semblant d'être pauvre. Il voulait seulement être sûr d'être aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Et j'ai choisi de rester non parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas un conte de fées que je vous raconte, c'est une décision. Une décision simple, difficile, mais surtout entière. Une décision que je referai. Chaque jour. L'applaudissement qui suivit ne fut pas immédiat. Il fut lent, progressif, puis massif. Pas un bruit de convenance. Un élan sincère, porté par la justesse des mots et la cohérence du parcours. Camille ne sourit pas en descendant de scène. Elle salua sobrement, regagna sa place près de Julien, qui lui serra discrètement la main. Le reste de la conférence continua, mais rien ne fut plus tout à fait pareil. Dans les jours qui suivirent, les retombées furent nombreuses. Des articles relayèrent son discours. Des jeunes femmes l'écrivirent pour lui raconter leur histoire. Des structures associatives la sollicitèrent pour des partenariats. Elle répondit à chacune, patiemment, humblement, sans jamais oublier d'où elle venait. Elle et Julien reprirent leur vie comme avant. Ils retournèrent à la maison de campagne, reprirent les projets, les réunions, les rencontres de terrain. Mais une chose avait changé. Désormais, leur histoire n'était plus seulement un secret partagé. C'était une histoire entendue, comprise, transmise. Une histoire que personne n'aurait pu imaginer au départ. Une histoire commencée dans la moquerie et terminée dans la clarté. Une histoire que beaucoup, désormais, ne pouvaient plus oublier.